Bonjour, la deuxième partie de notre intervention intitulée La recherche philologique chez Martin Heidegger, consacrée au deuxième chapitre, la philologie d'aujourd'hui dans l'interprétation que Husserl lui-même en donne. Ce qui caractérise la modernité et vient modifier fondamentalement le sens de ce qu'on entend par philologie, c'est la recherche de l'absolument certain et de l'évidence. C'est Descartes qui initie une telle démarche, qui est reprise son distance critique non seulement dans les sciences, mais aussi par la philosophie, et en particulier au Husserl. Or, pour Heidegger, cette domination d'une idée vide et donc fantasmatique de certitude et d'évidence est désastreuse. Pourquoi? La démarche authentique, celle que nous devrions suivre dans nos investigations dans tel ou tel domaine, serait de laisser les états de choses se révéler à nous, les accueillir sans idée préconçue, simplement constater ce qui se donne là dans telle ou telle expérience. C'est ensuite seulement qu'il faudrait chercher comment élaborer ces matériaux pour atteindre la plus grande certitude possible. S'il est impossible d'atteindre l'évidence parfaite, ce n'est pas grave. Nous n'allons pas rejeter ce trésor, ces données qui, en tant que telles, constituent un absolu pour des questions méthodologiques. L'évidence, la certitude ne relèvent que de la méthodologie. De ces faits sont toujours inférieurs, secondaires par rapport aux données, à cette sorte de matière première qui se donne à nous dans l'état des faits. Le temps que nous rencontrons Heidegger dit que fait rencontre dans le phénomène. Or, Descartes a opéré un renversement. C'est ce simple principe méthodologique qui devient premier. Les conséquences sont immenses, mais ne sont qu'effleurées par Heidegger dans cette introduction au deuxième chapitre. C'est l'objet même de cet ouvrage, l'introduction à la recherche philologique, qui identifie l'origine d'un tel renversement. Descartes déterminer comment celui-ci s'est précisément opéré, ce que nous amènera à une lecture attentive de méditation métaphysique et saisir l'ensemble de ses conséquences dans le domaine de savoir. Ce qu'il soutient ainsi pour le moment, c'est que ce renversement nous amène à écarter les états de choses qui ne présentaient pas un degré parfait de certitude. Nous perdrons alors une grande partie de ces données que nous devrions pourtant accueillir. Ce monde, horizon dans lequel se donnent les états de choses, perd son statut d'absolu premier pour ne nous apparaître plus que comme contingent et secondaire face à l'absolu qui constitue à présent la règle méthodologique universelle. La domination de cette idée déterminée d'évidence s'exerce avant toute libération véritable de la possibilité d'encontre de ce qui est proprement en cause en philosophie. Le souci d'atteindre une connaissance absolue déterminée, appréhendée purement en idée, prévaut sur toute autre question relative aux choses réellement décisives. Ce qui signifie que l'évolution de la philosophie tout entière connaît un renversement. Toutes les questions philosophiques décisives sont dorénavant déployées dans la seule perspective d'atteindre une certitude absolue, en même temps avec la volonté de dépasser l'être-là du monde en tant que c'est un monde contingent. La connaissance prime désormais sur son objet, la discipline sur son thème, alors qu'une approche saine, exagérée, le contraire, c'est une idée déterminée de la connaissance qui détermine les thèmes. Au lieu que ce soit inversement un état de choses déterminé qui fixe les possibilités de son élaboration scientifique.
Dans le domaine de la phénoménologie, c'est le champ thématique lui-même, l'objet en quelque sorte autour duquel doit se constituer cette discipline qui a été perdue suite à cela. Le thème originaire de la considération phénoménologique n'est autre que le phénomène, dont Heidegger fixe la signification plus précisément ainsi. On sait que le grec distingue le pragmata, les choses auxquelles on a affaire, les krimata, les choses utilisées pour remplir un besoin, les poiomina, choses produites, fabriquées par l'homme, les physica, choses naturelles non produites par l'homme, les mathemata, choses qui peuvent être apprises, ce dont il y a un savoir. L'ousia, la substance qui désigne aussi le bien, la fortune. Or, Heidegger remonte à un niveau plus originaire que ces catégories mondaines, le phénomène. Ces concepts chosiques ne sont que des déterminations ultérieures d'un niveau plus fondamental. Les caractères fondamentaux de le temps en tant qu'être, la présence. L'autrement dit, avant de se constituer en tant que chose que l'on pourra distinguer en différents types. Il faut simplement que le temps fausse rencontre nous apparaisse, c'est-à-dire soit pour nous un phénomène. Ce sont cela que Heidegger donne au terme phénomène. Constitue le mode, phénomène constitue le mode d'encontre le plus immédiat de le temps dans son comment formel. C'est précisément l'être abordé exclusivement à tous ces caractères, mais envisagés uniquement dans cette perspective, se montrer soi-même. Or, c'est là l'objet propre de la phénoménologie, son champ thématique, son thème originaire, et non celui qu'Husserl lui a assigné, la conscience. En effet, l'on se demande quel est le thème ou le complexe d'être réel qui forme l'objet de la recherche que l'on désigne aujourd'hui sous le nom de la phénoménologie. Husserl nous répond dans les idées directrices pour une phénoménologie qu'il s'agit de la conscience, puisqu'il définit la phénoménologie comme la science éthique descriptive de la conscience pure transcendantale. Il faut comprendre ces revirements du champ thématique de la phénoménologie qui, de le temps comme monde, devient le temps qui est la conscience du monde. La question qui se pose, comment ça s'appelle la conscience? On vient-il là à posséder ce singulier privilège de constituer le thème d'une science fondamentale telle que le prétendent l'être de la phénoménologie? Un tel privilège ne va pas, on n'en fait pas de soi. Il faut le rappeler, les Grecs ne connaissaient rien de tel que la conscience. Il n'y a de concept de conscience dans la philosophie grecque. Certes, Aristote avait remarqué ces plaisants paradoxes. Il y a une vision de la vision. Nous pouvons non seulement voir certaines choses, mais remarquer que nous le voyons. La vision se tourne alors vers elle-même, se prend elle-même comme objet. Aristote se demande alors dans quel mode de perception nous percevons la vision. Mais cette réflexion ne débouche pas sur l'émergence d'une notion qui serait analysée en tant que telle la conscience. On ne retrouve pas la conscience dans le cadre de détermination fondamentale de l'être défini par Aristote dans la métaphysique. La catégorie, la puissance, l'accident, la vérité, que sont les quatre directions. La catégorie, la puissance, l'accident, la vérité, que sont les quatre directions puisées à l'état des faits de l'être au monde. Même le concept chrétien plus tardif de conscience renvoie plutôt à la conscience morale. Il faut l'admettre que quelque chose comme la conscience ait été le thème d'une recherche. Voilà qui est exclu pour la conscience grecque et chrétienne. Le point d'arrivée de ce renversement, ce sont les recherches logiques de Husserl.
Heidegger résume ainsi le projet de l'ouvrage, faire en sorte que les objets dont s'occupe la logique soient pris pour thème d'une manière telle qu'une recherche portant sur eux puisse travailler effectivement au contact de ce qu'il y a en cause, c'est-à-dire d'une manière telle que les objets spécifiques à cette discipline deviennent accessibles à une intuition spécifique et légitime. Ici, intuition retrouve le sens grec originel, se rendre présent l'objet en lui-même tel qu'il se montre. Heidegger souligne l'influence bénéfique qu'exerce cette ambition d'assurer et de garantir méthodiquement se rendre présent des faits qu'elle engage la recherche sur la voie de l'ouverture des choses elles-mêmes. Cette démarche fructueuse et stimulante, ce mouvement d'approche en direction des choses elles-mêmes, débouche néanmoins sur le résultat surprenant, la conscience, au prix d'une purification bien déterminée, se constitue comme un champ de recherche. De là, se deux questions. Comment se fait-il que la conscience soit prise pour thème? Comment se fait-il qu'elle ait besoin d'une purification? La phénoménologie d'Husserl s'est construite contre le psychologisme qui veut donner à la logique une assise psychologique. Husserl se lève contre cette réduction de la logique à la psychologie. Mais on va voir que tout en critiquant le psychologisme, Husserl reprend à son compte un de ses présupposés fondamentaux. Il existe un état de fait au sein duquel tous les objets de la logique pourraient être trouvés et interrogés de sorte que la logique aurait en quelque sorte un milieu bien à elle et parfaitement défini, la conscience. Prenons pour point de départ la définition traditionnelle de la logique. Celle-ci traite du concept de jugement, de raisonnement concluant. Elle se situe donc à l'articulation de la signification et de son expression langagière, des énoncés, etc. Nous sommes dans le champ de la pensée théorique, un mode de pensée déterminé qui passe ainsi au premier plan. Il faut différencier la signification d'une part et les actes de pensée qui visent à la saisir qui sont de vécus intentionnels d'autre part. Or, la conscience apparaît comme la sphère intégrale du vécu, une région d'événements déterminée ayant le caractère du vécu, ou encore ce vécu appartiennent à la région conscience. C'est là la définition proprement husserlienne de la conscience. C'est en ce sens régional que le concept de conscience doit être entendu. Ce concept sera conservé par Husserl ultérieurement. Et cela jusqu'à ce jour, c'est par la perception interne que j'appréhende ce vécu. Certains vécus ne sont pas des actes, sont des actes intentionnels, ce que se diriger sur quelque chose qui sont conscience de quelque chose. En même temps, dans cet acte de visée, je m'apparais à moi-même. Je prends conscience que je pense. L'ego cogito est explicite. Cette première approche nous a permis d'élucider le sens husserlien de la notion de la conscience. Résumons, la conscience comme région est premièrement caractérisée par son mode d'accès, la perception interne, deuxièmement par le fait que cette région contient une classe déterminée de vécu, les actes qui sont tout à fait fondamentaux pour la structure de la conscience. Heidegger peut faire fond sur ces précieux résultats pour engager sa propre réflexion. Quel être est donc la région conscience? Quels sont les caractères d'être qu'il a déterminés? Pour rendre à cela, il va examiner ce que nous amène à porter notre attention sur la conscience, à nous préoccuper de celle-ci, le souci. Heidegger propose en effet cette idée surprenante pour déterminer le caractère d'être d'un éton. On peut
d'interpréter le souci au sein duquel se rencontre cet étant déterminé en tant que cet être-ci. C'est la première fois que l'on rencontre sur la plume de Heidegger ce concept fondamental, le souci. On retrouve dans être étant où il continuera à jouer un rôle important. C'est une notion proprement heideggerienne. Avant lui, aucun autre philosophe ne l'utilise en lui donnant une telle place centrale. Le souci renvoie à une manière d'être, celle dans laquelle on est préoccupé par quelque chose. C'est une manière d'appréhender le temps qui fait rencontre différente de celle, par exemple, qui caractérise la contemplation esthétique des intéressés. En elle, le temps a un monde de présence bien spécifique. L'être préoccupé par quelque chose donne à voir quelque chose comme ce dont le souci se préoccupe spécifiquement. C'est quelque chose qui se manifeste dans la guise selon laquelle il est là dans le souci. C'est à partir de cette présence qui devient visible l'être que peut avoir le quelque chose en tant qu'il fait rencontre dans et pour le souci. Ce n'est pas un mode d'appréhension de le temps qui serait inférieur, par exemple, à la contemplation esthétique. Le souci n'est rien de subjectif. Il ne défigure pas l'objet dont il se préoccupe, mais le laisse bien plutôt accéder à son être véritable. Ce cas de spécifique, ce mode de saisie de le temps, c'est qu'il ouvre en premier lieu ce dont il se préoccupe, garde et retient, le temps qu'il a ouvert en tant que tel afin de le faire ressortir explicitement et surtout que ce qui a été configuré devient pour le souci quelque chose à quoi il s'ajustifie. Finalement, c'est à quoi le souci s'ajustifie devient quelque chose en quoi le souci se perd. C'est là en quelque sorte la structure du souci, celle que l'on suit lorsqu'on est préoccupé par quelque chose. Assujettissement, perte, voilà ce que définit le souci en propre. Que cela signifie-t-il? Heidegger le précise un peu plus loin. Un souci déterminé a pour spécificité de s'ajuster à ce qu'il a retenu, c'est-à-dire d'en tirer des principes déterminés à titre normatif pour se préoccuper d'autres soucis, de se perdre, c'est-à-dire de poser ce qui se rencontre dans le souci de manière si inconditionnelle que chaque souci en reçoive sa motivation fondamentale. Dans le souci, on s'ajustit à ce dont on se préoccupe parce que, travaillé par nos préoccupations, on est porté à en déduire de lois auxquelles, en tant que tel, on va se sentir lié étant se perd parce qu'on donne un caractère inconditionnel et universel à ces lois, en les généralisant à tort à d'autres types de soucis. Notons qu'il ne s'agit pas ici d'une analyse psychologique, mais de ce que Heidegger appelle dans Être et Temps une analyse existentielle, qui saisit un trait distinctif qui caractérise le Dasein, l'homme en tant qu'il est le là de l'être en propre, revenant donc à la conscience. Il s'agit donc d'abord, concernant cet être déterminé nommé conscience, de connaître une bonne fois le souci dans lequel cet être se trouve. Commençons par nous demander comment se présente le thème conscience pour la philosophie d'aujourd'hui, à savoir la phénoménologie. Aussi rencontre la conscience dans la perspective d'une clarification critique de la connaissance. C'est là une démarche analogue à l'un des autres courants philosophiques dominants, la critique de la connaissance et c'est du kantisme. C'est donc sur la connaissance théorique se porte le souci, telle qu'elle est factivement là à titre de science et se déploie culturellement. Depuis quand c'est la connaissance elle-même qui est objet d'un examen. On cherche à identifier
les facultés mises en jeu, les limites du savoir, etc. Une tendance reprise par le néo-kantisme, l'école de Marbourg, Cassirer, Cohen et Natorp, mais aussi par Husserl lui-même. C'est dans ce cadre que ce chercheur rencontrait la conscience. Dans cette recherche où la connaissance perd elle-même pour objet, la conscience apparaît comme ce qui pourrait fournir de précieux éléments, des éléments de réponse pour saisir la nature de la connaissance elle-même, le souci dans lequel la conscience devient pour nous-mêmes un objet, nous apparaît donc c'est le souci d'une connaissance qui soit elle-même connue. Les enjeux sont considérables. Il en va de l'homme lui-même et de la culture. Il s'agit de leur procurer la sécurité d'un fondement. Le souci, c'est aussi que la connaissance soit elle-même connue par que la connaissance doit prendre en charge la sûreté de Dasein et de la culture. Pour vérifier ce point de guerre se met à l'écoute d'Husserl. Il examine cette œuvre dans laquelle ce dernier se prononce de manière critique sur la philosophie d'aujourd'hui, la philosophie comme science rigoureuse. Dans cet ouvrage, Husserl soutient, dans la philosophie comme science rigoureuse, Husserl soutient qu'on a perdu jusqu'à l'idée de philosophie considérée comme science rigoureuse. Comment expliquer cette falsification de l'idée de la philosophie au mieux sans affaiblissement? Descartes, Kant, Fichte ou encore Hegel partageaient cet idéal d'une philosophie scientifique. Mais la philosophie romantique allemande remplace cet idéal par un autre, en raison de deux tendances inscrites dans ce courant, son naturalisme et son historicisme. Le naturalisme naît du recouvrement de la nature, c'est-à-dire de la découverte que cette dernière peut être l'objet d'une science éminente. Les sciences mathématiques de la nature et l'application de celle-ci à tout type de temps, même non naturel, le genre d'être et d'objet propre aux enchaînements naturels devient par son contenu le fil directeur pour saisir tout genre d'être et d'objectivité. Ce phénomène est général et affecte tout le champ du savoir, y compris la philosophie. Le champ objectif de la philosophie et sa méthode sont tombés sous la dépendance de l'idée de science mathématique de la nature. On cherche donc en philosophie comme ailleurs de lois universelles. De ces faits, les objets spécifiques de la philosophie parmi lesquels la conscience tombait sous la coupe de la science de la nature. Pour résumer, l'un des effets notables de la naturalisation de la philosophie, c'est la naturalisation de la conscience. Cela se réduit ainsi, on va chercher les lois de la conscience, c'est-à-dire procéder à la critique de la connaissance, afin de fonder la légitimité des positions et des actes de la conscience. Dès là, l'essor de la psychologie expérimentale. Husserl reprend à son compte cette approche au lieu d'en critiquer le présupposé puisqu'il cherche les lois logico-formelles de la conscience. Heidegger remarque d'ailleurs que Husserl n'a jamais voulu dire quoi que ce soit contre la psychologie expérimentale comme telle, même si ses travaux ne relevaient évidemment pas de cette discipline, ce serait commettre là un grave contresens. Il partage avec celle-ci cette tâche commune, saisir les lois universelles qui régissaient le fonctionnement de la conscience dans le cadre de la naturalisation de celle-ci. Enfin, le naturalisme procède à la naturalisation des idées, c'est-à-dire que la légalité des idées, celle qui découle de leur signification même, est prise à tort pour une légalité du cours naturel du processus de pensée. Du plus simplement, on va confondre la manière dont les idées s'articulent, par exemple les lois d'association liées à l'habitude, avec la signification des idées elles-mêmes. De ce fait, l'idée, la légalité idéale, n'est tout simplement pas aperçue par le naturalisme. Husserl a en revanche clairement aperçu ce problème. Il a pour la première fois dénoncé dans la philosophie comme science rigoureuse. Pour lui, cela a conduit la science de la nature à s'imaginer pouvoir résoudre par elle-même
pouvoir résoudre par elle-même le problème de la théorie de la connaissance étant empêché du même coup de prendre en vue l'objectivité spécifique qui constitue en tant que telle la conscience. La caractéristique du naturalisme est qu'il ne voit pas les idées, il est aveugle aux idées. Husserl montre de manière décisive que la conscience ne peut être appréhendée comme un objet de la nature, en faisant remarquer qu'à la différence de l'être de la nature, la conscience a ceci de particulier qu'il n'y a pas en quelque chose comme une unité identique qui se maintiendrait de part en part à travers une multiplicité d'expériences directes. Chaque vécu perceptible n'est déjà plus fondamentalement le même à l'instant où l'on va pour le percevoir une nouvelle fois. C'est parce que la conscience est un flux qu'elle échappe à la réduction naturaliste. C'est là le fondement concret de la caractérisation de l'être du psychique comme courant et comme flux. Elle ne peut être prise en charge par une science mathématique de la nature, mais est accessible à une intuition des essences. L'approche est donc tout autre. Il légitime la phénoménologie comme voie d'accès à cet état si particulier qui est la conscience. Voici donc brièvement résumé la critique husserlienne du naturalisme, dont Heidegger va à présent examiner la légitimité. Pour lui, la démarche husserlienne prend la forme d'une clarification de problème. Or, qu'est-ce que cela implique au juste? En réalité, c'est là un point crucial. Pardon? Merci bien. Il s'agit pour Husserl d'éliminer radicalement à son terme la tendance scientifique orientée sur les sciences de la nature, en concevant la critique comme une clarification de problèmes. La critique s'est décidée pour la tendance scientifique de naturalisme. Elle prend la forme d'une purification visant à éliminer tout le moment susceptible de mettre en péril la conquête d'une évidence et d'une certitude absolue. On le voit, il s'agit d'un complet renversement. Selon Heidegger, Husserl reprend à son compte inconsciemment les présupposés de ce qu'il s'est donné pour tâche de réfuter, le naturalisme. Et ce faisant, il lui donne raison. Et finalement, pour mieux comprendre ceci, il nous faut nous arrêter sur l'expression clarification de problème. Qu'est-ce qu'un problème? Pour Heidegger, un problème est une question configurée d'une certaine manière. Il détaille la structure en quelque sorte d'une question, montrant en particulier qu'en toute question, nous distinguons l'interroger et le questionner, la perspective dans laquelle on questionne ce qu'en vue de quoi l'interroger est interrogé. Ainsi, dans cette question classique en épistémologie, le monde extérieur existe-t-il? L'interroger est le monde extérieur, le questionner est l'être réel de celui-ci, la perspective est la réalité. Or, Heidegger remarque que toute question est sujette à la même possibilité de lésion que celle-ci, que celle que nous avons déjà rencontrée à propos du langage. En effet, la perspective que sous-étend un questionnement peut rester inaperçu, non thématisé explicitement en tant que tel. On reprend alors inconsciemment cette perspective, sans réflexion critique sur elle, on peut relever deux possibilités. On questionne pour obtenir des réponses sous forme de propositions valides. On cherche à enrichir le trésor de vérités valides sous forme de propositions scientifiques. C'est la démarche de la science. Mais on peut aussi questionner pour se porter par la réponse au contact d'un étant en tant que tel, ce qui est bien différent de viser à augmenter un fond unitaire de propositions. Le problème se différencie d'une simple question en ce qu'il se présente explicitement comme une tâche
à accomplir, mais il reste affecté par le même risque fondamental d'illusion que la question. Tout problème reconnu et débattu publiquement est un préjugé de la plus dangereuse espèce. Dans un problème, l'interrogé n'est interrogé que dans la perspective du questionnement héritier avec le problème lui-même. Et il n'est interrogé que pour avoir été repris de la tradition. Le mécanisme est le suivant. Le problème se construisait d'après deux mots questions qui orientaient dans des directions déterminant du questionnement une entente qui s'est déposée dans le mot. Or, pour un questionnement authentique, il faudrait en revenir au contraire à une recherche véritablement libre du point de vue, neutre, non déterminé à l'avance par la tradition véhiculée inconsciemment par les termes des problèmes. On comprend alors pourquoi Husserl, en s'engageant dans la voie d'une clarification des problèmes, ne peut que répondre à son compte les présupposés de la tradition, même qui a posé ce problème, le naturalisme. Cela l'amène tout comme cette tradition a cherché à élaborer une méthode scientifique, c'est-à-dire exacte. Certes, cette clarification se présente comme une double purification de tout ce qui relève du naturalisme. Concernant maintenant l'objet de la phénoménologie, la conscience, alors que la conscience est posée dans la psychologie d'une manière telle qu'avec elle, c'est en effet un être psychique qui est posé. Husserl met hors circuit toute position naturaliste. En examinant la conscience transcendantale, on ne doit pas poser en quelque sorte en elle quelque chose comme la conscience d'un être humain. Par cette mise hors circuit transcendantal de la nature, Husserl pense échapper au naturalisme. Concernant sa méthode, c'est la connaissance idéatique qui prend pour objet cette conscience pure, transcendantale, ici dans une démarcation critique déterminée par rapport aux sciences de la nature. Mais on voit que dans ces deux directions de purification, la direction transcendantale, la direction idéatique, ce qui est à l'œuvre, c'est le souci de s'assurer d'un champ objectif permettant d'atteindre tout ce qui est absolument contraignant, c'est-à-dire des lois universelles. On ne peut pas donc que conclure, Husserl reprend à son compte ce qui est essentiellement scientifiquement décisif dans la tendance scientifique. La problématique périphérique reste malgré tout, elle aussi, du naturalisme. On peut en trouver deux indices supplémentaires. Tout d'abord, la démarche de Husserl est guidée par un simple intérêt disciplinaire. Il s'agit de mettre en place la discipline fondamentale de la philosophie, laquelle se présente en elle-même comme unité de discipline. Et si encore, c'est dans le souci d'une connaissance connue qui guide Husserl et l'amène à chercher à atteindre une nouvelle forme de la scientificité. D'autre part, ce sont le vécu de la connaissance théorique qui sont pris pour fil directeur de l'analyse. Et Husserl déduit à partir de ceci la structure de tous les enchaînements de vécu. Husserl le dit d'ailleurs expressément. Les principes logico-formels sont l'index exemplaire de toute idéalité. Une analyse plus détaillée par Heidegger de la notion de souci révèle un caractère essentiel de celui-ci. La méprise, le souci en s'absorbant dans l'objet de sa préoccupation. Et ce qu'il est précisément en se méprenant en lui-même. Que cela-t-il signifie? Que cela signifie-t-il? C'est se méprendre en soi-même fait que tout ce qui croise le chemin du souci est pris en préoccupation d'une manière telle que ce qui n'entre pas dans la préoccupation du souci non seulement n'est pas là, mais on
préoccupation comme quelque chose n'ayant pas à être là. Cette méprise débouche logiquement sur une omission. Ce dont on ne se préoccupe pas, on l'oublie. Ce n'est pas là une préfiguration de la notion de l'oubli qui deviendra un concept central dans l'être humain. Ce qui est omis n'est pas oublié, il est tout bonnement exclu. Le souci se défend contre cela, même qu'il omet. En réalité, tout souci, en tant que souci, omet quelque chose. Ce qui omet est précisément ce dont le souci prétend lui-même s'est préoccupé. Attachons-nous à cela même que nous sommes en train d'étudier. Le souci d'une connaissance connue. Quelle est cette omission qui se manifeste dans ce souci concret? Un tel souci manifeste l'intention de fournir une norme générale et absolument objective pour le design de l'humanité en son entier. La science normative se voit assigner la tâche de régler et d'affermir par son assurance le design humain, c'est-à-dire la culture. Or, voici précisément ce que le souci d'une connaissance connue omet. L'homme. Jusqu'à présent, il n'a jamais été question de cela, même qu'il s'agit de normer. Jamais le temps qu'il s'agit de normer l'homme ne fait l'objet d'une recherche qui se conduite dans une perspective tout aussi originelle. Il est même dit par Husserl que de phénomènes tels que le jeu concret et l'âme doivent être mis en hors circuit. On le voit avec Husserl, l'exploration de la conscience progresse de bout en bout en détournant d'emblée le regard de cela, même qu'il s'agit de normer. Il cherche ce qui est la conscience en faisant l'impasse sur cette question plus originaire, qui est l'homme auquel appartient cette conscience. Mais en faisant une telle impasse, est-il possible de résoudre la question même de la connaissance? Cela apparaît également dans le second volet de la critique husserlienne du naturalisme, prenant pour objet cette fois la deuxième tendance qu'on peut identifier en ce dernier, l'historicisme. Cela joue le rôle pour Heidegger en quelque sorte d'une confirmation, d'une preuve supplémentaire. L'historicisme est une doctrine qui relativise la vérité d'une théorie en le contextualisant. Elle est émise dans une sorte donnée, société donnée, à une époque donnée. Lorsqu'on change d'époque, on change de théorie. Il n'y a donc plus de vérité universelle, mais la vérité fluctue avec l'histoire. Stéréocisme. Voilà l'hystérocisme, le danger de l'hystérocisme. Élevé par Heidegger. Cette doctrine peut être admise par Husserl, qui cherche, rappelons-le, de lois universelles de la conscience valide de tout temps. C'est Deleuze qui initie la critique de l'historicisme. Selon lui, le développement de la conscience historique entraîne progressivement la ruine de la croyance dans l'existence d'une philosophie absolue. Husserl reprend cette idée. Je répète la citation de Deleuze. Le développement de la conscience historique entraîne progressivement la ruine de la croyance dans l'existence d'une philosophie absolue. Husserl reprend cette idée. L'historicisme, pensé jusqu'au bout de manière conséquente, conduit à un relativisme, ce dernier à un scepticisme. Mais ici encore, l'homme est absent. Lorsque Husserl critique l'historicisme, on pourrait s'attendre à rencontrer le design humain concret, l'homme en tant qu'il apparaît dans l'histoire. Ce n'est pas le cas, d'où à nouveau ce paradoxe. Ce qui est omis, c'est dont on se préoccupe à proprement parler le design humain. L'histoire n'apparaît d'ailleurs pas elle-même, mais est réduite à une simple discipline. Il s'agit simplement de penser son articulation avec d'autres disciplines.
Comment l'histoire est-elle envisagée? Avant tout, l'histoire considérée comme champ thématique d'une tâche de connaissance bien déterminée. La possibilité même de voir le design historique en tant que tel, d'instaurer un rapport originaire avec l'être historique, se trouve d'emblée exclue. La question de savoir ce qui est un être historique comme tel ne peut pas du tout se faire jour dans le cadre de cette clarification de problème. Dans la critique husserlienne, l'histoire est donc absente. On ne trouve que la science historique. Mais si faisant toute voie conduisant à l'historique comme tel dont l'homme est barré, on voit une nouvelle fois que le souci d'une connaissance connue a exclu le design humain comme tel de toute possibilité d'encontre. Ainsi que nous l'avons vu, l'idéal d'une philosophie comme science rigoureuse correspondant au souci d'une connaissance elle-même connue que partage Husserl avec d'autres, Kant et Hegel, a été remis en cause par leurs deux tendances à l'œuvre dans la philosophie romantique du XIXe siècle, le naturalisme et l'historicisme. Husserl s'est donc attaqué à ces deux tendances, mais ce faisant, dans les deux cas, a recouvert dissimuler au mieux ce dont même il s'agissait, l'homme. Celui-ci disparaît, mais hors circuit derrière la conscience. Et l'être historique, il est disparu derrière la science historique. Husserl s'appuie sur le risque du scepticisme pour discréditer l'historicisme. Il invoque donc la possibilité d'un design inassuré, ce qui provoque l'angoisse. Cela clôt, selon Husserl, le débat, alors que cela pourrait, au contraire, l'ouvrir. Peut-être que l'homme est sans certitude que cette insécurité, cette angoisse font partie de ce qu'il est. Peut-être a-t-on découvert là, parce que par hasard, l'un des trucs spécifiques essentiels du design. Pourtant, Husserl n'explore pas cette possibilité. En réalité, on le voit donc, le souci d'une connaissance connue n'est rien d'autre que l'angoisse devant le design. Ou encore, il se préoccupe de ce qu'on connaît, les yeux rivés sur la validité et que l'on détourne le regard de la possible perspective d'un design inassuré. Nous allons à présent nous poser la question décisive. Comment le souci en vient à se préoccuper de ce dont il se préoccupe, à savoir la conscience. Pourquoi la conscience en particulier et non un autre champ thématique? C'est Descartes que nous allons interroger. En effet, la guise concrète de l'être du souci d'une connaissance connue, dans laquelle la conscience s'ouvre comme champ, nous est donnée au grand jour dans les recherches de Descartes. Cet examen de la pensée cartésienne constitue la majeure partie de l'introduction à la recherche phénoménologique. Nous en arrivons donc au cœur proprement dit de l'ouvrage, une relecture par Heidegger des méditations métaphysiques qui va nous donner une toute autre vision de cette œuvre fondamentale. Sans plus tarder, découvrons ensemble cette rencontre décisive entre les pensées d'Heidegger et Descartes. Voilà, notre intervention est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.